Bonjour à tous et à toutes, on revient pour les quarts de finale du BGA Summer Major 2026. Alors, on a déjà regardé deux petites games qui étaient en pool, et l'idée maintenant, ça va être de regarder les games qui sont en élimination directe. Donc là, on est en quart de finale du BGA. Les règles ont un peu changé, c'est-à-dire qu'on est en deux matchs gagnants, c'est-à-dire que il faut qu'un joueur ait gagné deux matchs pour passer au tour suivant. Et pour ce premier match, on a Demar Sylvain qui affronte. Alors, je vais peut-être écorcher le pseudo, mais c'est Fayaoneko. Je vais l'appeler Falo. Non, peut-être pas, ça fait peut-être un peu bizarre. Neko, je vais l'appeler Neko. Je sais pas, on va voir comment ça va se passer. Je vais changer un petit peu. Je me dis, bon, on améliore un petit peu le truc et je me suis dit, on va faire une petite présentation des joueurs et voir un petit peu qui sont ces joueurs. Donc, on va commencer par Fallow, du coup. Allez, non officiel, c'est parti. Fallow, on est sur un joueur qui a 464 de Elo, donc faut considérer que voilà, c'est 30e mondial hein, en termes de Elo sur BGA. C'est un très bon Elo, quoi. On commence déjà à avoir quelqu'un qui a beaucoup joué au jeu, 148 parties. On voit que c'est un Elo qui évolue assez régulièrement. On peut aller jeter un petit peu un coup d'œil à ses badges pour voir un petit peu ce qu'il a fait. Donc on a top 10 en Arena, on a 50 victoires, Ligue d'Or, Assassin d'Esper. Bon, bah on est sur quelqu'un qui joue beaucoup, quoi. Si je me trompe pas, je vois pas. Il doit pas trop faire partie, il doit pas trop participer à des tournois parce qu'il n'y a pas il y a pas de badge de victoire de tournoi. En face de lui, on a donc Sylvain, donc Demar Sylvain. Donc 521 d'élo, 17e mondial, donc très très fort, un vraiment bon joueur. 350 parties, 273 victoires, pareil, très vite monté à 302 élo. Et on a évolué proprement au fur et à mesure. Et on va regarder un petit peu les stats sur Leaders. Donc là, Sylvain, on est sur quelqu'un qui ne joue qu'à Leaders sur BGA. Donc on n'a pas beaucoup de badges sur autre chose. Et on voit que Royal Discovery, première place, donc c'est quelqu'un qui a fait des tournois, top 20 en termes de Hello au niveau mondial, on a plus de 500 de Hello au niveau mondial, donc voilà, donc c'est quelqu'un qui joue beaucoup, deuxième place au Royal Discovery, donc voilà, donc tous les deux, 10 victoires consécutives, troisième place au tournoi, donc voilà, tous les deux on est sur des très bons joueurs, donc ça nous promet un beau match entre deux très bons joueurs qui vont s'affronter donc en deux parties gagnantes. Et on va commencer par la première partie. Et on se retrouve donc pour la première game de cette partie. Donc on a donc Fallo qui va être de notre côté, donc on va regarder en fait du point de vue de Fallo, et Sylvain qui va être avec le leader blanc en face. Donc, première chose qu'on va faire, c'est qu'on va un petit peu regarder ce qu'il en est des pics et des bans dans cette partie. Première chose qu'on peut regarder, et ce dont on peut s'apercevoir, c'est que on a deux personnages de l'extension qui se retrouvent à être ban tour 1. On a également un personnage assez insignifiant qui s'est fait virer, et un personnage important qui a été enlevé, qui est le garde royal. Ok. Donc qu'est-ce que ça va pouvoir nous créer comme game? Déjà, ça va pouvoir nous amener sur une game où il y a peu de personnages avant, dans la méta de avant l'extension. Donc on peut s'attendre à une bonne game à l'ancienne, donc une game là où on a la tier list qui s'applique. L'ancienne tier list en tout cas, c'est-à-dire l'ours c'est trop fort, le cogneur si ça n'a pas de contre c'est trop fort, et ensuite les très bons personnages c'est geôlier, illusionniste, acrobate et ainsi de suite. Donc dans ces cas-là, qu'est-ce qu'on fait? Bah potentiellement le premier joueur va être obligé de ban l'ourson, et je crois que c'est ce qui va se passer. Donc Fallo commence et ban l'ourson. Face à ça, les choix sont ouverts, ça dépend des personnages. Connaissant un petit peu Sylvain, j'imagine que ça va être le geôlier qui va être pris et l'illusionniste qui va être ban. En effet, comme à la vieille époque, il banne l'illusionniste, approche son roi
et va faire apparaître le geôlier. Donc là, on est sur une ouverture, tout ce qu'il y a de plus classique, et ce qui va, entre guillemets, dicter, donc ça c'est comme le E4, je sais plus, 5, je sais pas quoi, aux échecs, c'est une des ouvertures que beaucoup de gens font et qui est très utilisée à haut niveau. Ce qui va définir quelle est la partie, comme aux échecs, ça va être la réponse en fait à cette ouverture, pour savoir est-ce qu'on va être sur quelque chose euh, d'un petit peu plus défensif, un petit peu plus offensif, ou en fonction. Donc, Fallo va avancer son personnage et va faire son premier pick, qui va être l'acrobate. Ok, acrobate, super perso. Il le met derrière le roi avec l'idée de, au prochain tour, je vais l'avancer. Qu'est-ce qu'on peut avoir comme pick qui peut être sympa avec l'acrobate? Tavernier acrobate, c'est super fort. Acrobate wisp, c'est super fort. Acrobate clos, ça peut être sympa aussi. Et c'est le clos qui va être choisi. Alors, la première chose où je vais m'arrêter, c'est que la posture du clos me semble un peu étonnante. Étonnante pourquoi? C'est parce qu'en fait, il vient briller sur cette ligne-là. Et on n'a pas... voilà, potentiellement, en fait, on sait que le geôlier il va plutôt se rapprocher par ici, le leader plutôt va s'avancer par là, donc il va pas être concerné par ces lignes-là. Et on va avoir l'acrobate qui va seulement arriver au niveau de cette case. Donc a priori, le clos ne touche pas grand monde. Donc bon, c'est pas une grosse faute ou quoi, c'est plus un truc qui m'étonne un petit peu. Peut-être que dans son idée, il se disait, en fait ce que je vais faire, c'est que si jamais le geôlier s'avance par là, je me laisse une possibilité de me TP à cet endroit-là, et d'être tout de suite hyper proche, donc en fait d'interdire au geôlier d'avancer par ici. C'est une possibilité, je sais pas ce qu'il avait en tête, mais en l'état, ça me semble... ok. Pas une position sur laquelle je serais allé spontanément. Face à ça, Sylvain va avancer son geôlier, va avancer son leader, donc il évite cette fameuse diagonale en fait qui fait que qui a été entre guillemets interdite par le clos. Et là, qu'est-ce qu'il va pouvoir prendre? Donc là, c'est la question. Qu'est-ce que vous prendriez à la place de Sylvain? Moi, il y a un pic qui me semble super fort. C'est prendre le cogneur. Parce que suite à cette phase de prise, alors il y aura une phase de ban. Et lors de la phase de ban, je pourrais ban le protecteur. Ce qui ferait que en fait, j'aurais un free cogneur, ce qu'on appelle. Donc, c'est-à-dire un cogneur sans adversaire qui est capable de vraiment lui proposer, en fait, l'empêcher de faire son action. Et free cogneur, c'est le meilleur personnage du jeu. Donc là, ça semble une autoroute pour Sylvain. On prend le cogneur et au prochain tour, on ira ban le protecteur. Et c'est pas ce qu'il fait. C'est pas ce qu'il fait et il prend le tavernier. Alors, moi ça me... Alors, c'est pas mauvais, hein. Le tavernier c'est très fort, geôlier c'est très fort. Moi ça me semble un peu passif, parce que tavernier c'est un personnage qui est passif, c'est-à-dire que c'est un personnage qui va booster les autres personnages. Et geôlier c'est un personnage qui est plutôt passif, c'est un personnage qui va... euh, bah, annuler le pouvoir des personnages en face de lui, mais c'est pas un personnage qui va vraiment avoir un impact offensif dans la partie. Donc quand on prend Geôlier en premier, prendre Tavernier en second, c'est pas mauvais, hein, parce que c'est deux bons personnages, mais ça me semble un peu passif, surtout face à quelqu'un qui va essayer de t'aggro comme ça. Étonnant. Étonnant, et surtout étonnant de passer à côté du fricogneur. Alors, Fallo se laisse pas... il a vu qu'il y avait le cogneur qui tradait, donc il s'est enlevé le cogneur. Et Sylvain dit, moi, je veux pas jouer avec l'extension. Wisp, ça dégage. Évidemment, c'est pas que pour ça, parce que Wisp plus Clos, ça aurait été extrêmement fort. C'est extrêmement fort, c'est un très bon combo. Parce que ça permet au Clos d'aller où il veut. Donc typiquement, par exemple, s'il y avait Wisp, on aurait très bien pu, bon alors c'est le temps que ça spawn et ainsi de suite, mais avec une Wisp, tu peux très bien faire ça et venir mettre ton tavernier ici, ou des trucs comme ça, donc non, c'est très fort, et c'est assez logique d'aller ban ce personnage. Donc ce à quoi Sylvain répond, ce à quoi Fallo répond en avançant l'acrobate, en avançant le clos, et en laissant son leader ici. Donc là,
le clos a tout d'un coup beaucoup plus d'intérêt parce que du coup il vient lui dire je te menace sur toute cette diagonale. Euh, et d'autant plus que la grenouille était à côté, donc c'est-à-dire que si jamais je te ramène ton leader, tu es mort. Donc tu vas devoir reculer ton leader et tu vas devoir bouger ton geôlier. Donc là il y a une vraie menace de la part du clos par rapport au positionnement d'avant. En même temps, il faut bien arriver à cette position pour pouvoir menacer un petit peu plus. Et donc là, qu'est-ce qu'on a comme personnage qu'on peut utiliser pour compléter cette équipe qui est très aggro? Moi, spontanément, en voyant l'équipe adverse, je serais allé chercher un personnage qui pourrait continuer de mettre la pression, parce que comme je suis face à des personnages qui sont plutôt neutres, en fait, ce serait cool. J'imagine qu'une archère qu'on viendrait, par exemple, poster ici, avec dans l'idée de pouvoir la mener par la clos et ensuite de l'envoyer sur ces espaces-là, pendant que la grenouille irait attaquer le leader, ça pourrait être quelque chose qui est intéressant. J'imagine que la Wanderer, ça pourrait être cool, parce que Wanderer, Clos, c'est quand même un combo qui est plutôt sympa. Euh, bon, et la manipulatrice, pourquoi pas, c'est toujours intéressant d'avoir une manipulatrice, même si t'as déjà Clos, donc t'as déjà, entre guillemets, checké la case, c'est bon, j'ai un manipulateur. Après, certains joueurs vous diront qu'on n'a jamais trop de manipulateurs dans leur équipe, et ils ont souvent raison. Et non, c'est Assassin qui est pris. Ok, donc Assassin. Donc, moi, ce qui me paraît un peu étonnant, c'est que souvent, quand t'as Assassin, c'est que t'as une team qui est plutôt défensive, et tu te dis, je vais faire bloc, faire défense, et envoyer mon Assassin qui va faire le travail pendant ce temps-là. Parce que l'Assassin, on rappelle, il suffit d'un contact avec le roi pour que tu gagnes automatiquement. Après, ça peut être un contre-pic, c'est-à-dire que ça peut être aussi euh, Fallo qui se dit Assassin tavernier, c'est super relou, surtout quand t'as un geôlier qui t'annule tes personnages et qu'en plus derrière t'as la plateforme de lancement comme ça pour ton assassin. Donc j'ai envie de prendre l'assassin, comme ça au moins je l'ai de mon côté, je suis tranquille avec ça. Et alors pourquoi est-ce qu'il l'a positionné à cet endroit-là? Un peu comme ce que je vous avais dit avec l'archère tout à l'heure, c'est qu'on peut imaginer que l'assassin à cet endroit-là, c'est fait pour justement pouvoir être amené par là et ensuite jaillir sur ces cases-là, ce qui fait qu'en fait dès le deuxième tour ou le premier tour de jeu de l'assassin, il sera déjà mi-plateau, mais ce sera déjà pas mal. Ok. Donc, on va voir comment répond à ça de Marc-Sylvain. Il lui dit ok, très bien, je pars avec mon leader. Et ensuite, il utilise le tavernier sur le geôlier. Et ensuite, il balance le geôlier au niveau de la grenouille. Donc, plutôt intéressant, parce qu'en fait, là, en mettant le geôlier ici, ce qu'il vient faire, c'est qu'il vient bloquer la grenouille et lui dire voilà, je te rapproche un personnage de toi, le geôlier il est central, il va pouvoir un petit peu embêter tout le monde, et la grenouille elle va pas pouvoir jaillir dès le début, notamment tu vois dans un truc qu'on aurait bien aimé avec toute autre personne que le geôlier qui aurait été de par exemple balancer la grenouille sur cet endroit là et avec la clause se rapprocher de la grenouille et comme ça avoir deux personnages très très proches très proches du roi ou ce genre de choses là. Bon là il vient utiliser son geôlier, il vient l'utiliser à son plein potentiel et il dit à Fallo voilà, qu'est-ce que tu vas faire de ça? Et alors qu'est-ce qu'il va faire de ça? Qu'est-ce qu'il va faire de ça avec un sniper? Donc sniper en face de soi, qu'est-ce que fait le sniper? Le sniper est dit si le leader termine à plus de 3 cases, à 3 cases ou plus, de mon personnage, alors il est mort. C'est comme un assassin à distance, mais qui se déroule au début du tour du joueur adverse, enfin de toi en tant que joueur. Donc ce que ça veut dire, c'est que globalement, l'intérêt du sniper, ça va être de venir faire un mur en lui disant tu ne dépasses pas ce mur. Alors on pourrait se demander pourquoi il l'a positionné ici. Je pense que c'était peut-être une erreur, parce que ce qu'on aime faire avec le sniper, c'est justement créer le mur. Donc c'est-à-dire que, en fait, si avec le positionnement, ce que peut faire Fallo, c'est qu'il peut dire, ok, je vais amener mon leader de ce côté-là. De toute façon, t'as que des personnages passifs, donc tu vas pas faire grand-chose. Et donc là, à ton mur, il sera obligé d'être là. C'est-à-dire que, en gros, ma surface de jeu, ça deviendra quelque chose comme ça. Alors que si jamais Sylvain avait positionné son sniper ici, en fait il aurait mis le mur ici,
Et ça aurait dit, bah, la surface de jeu, elle est déjà réduite. Donc je suis un peu étonné de ce pick sniper à cet endroit-là. Et je suis d'autant plus étonné, ou en tout cas un peu circonspect, de l'équipe que Sylvain est en train de se construire. Parce qu'en fait là, il a 3 personnages qui sont passifs. Parce que le sniper, c'est un personnage qui va venir réduire l'espace. Mais c'est pas un personnage qui est très offensif, en fait. Donc entre le tavernier, le sniper et le geôlier, bah, notamment, il a un personnage qui combatte assez mal. Enfin, le tavernier, il combatte bien avec un peu tout le monde, mais tavernier plus assassin, enfin plus sniper, c'est pas terrible. Tavernier plus geôlier, bon bah ok, c'est tavernier plus n'importe quel autre personnage, tu peux le faire déplacer de 2, mais c'est pas la folie. Euh, et donc, il se retrouve avec une équipe composée de 3 personnages sur 4 qui sont bah, passifs. Ok. On va voir comment réagit à ça Falo. Il avance son leader pour faire, j'imagine, ce qu'on avait prévu tout à l'heure, c'est-à-dire, hop, j'utilise le clos pour tirer l'assassin, et ensuite j'avance l'assassin pour le mettre vers le centre. Donc là, c'était, entre guillemets, le plus logique, c'est-à-dire, j'avance vers le centre l'assassin, comme ça, je le rapproche du roi. Donc là, on voit que bah, dès le premier tour d'activation de l'assassin, il est déjà à 2 cases du roi, donc c'est déjà un beau chemin parcouru. Et donc là, on voit tout l'intérêt que le clos a pu avoir. Donc il me fait entre guillemets mentir sur le positionnement de base du clos, c'est-à-dire il a mis très loin et ça a permis l'avancement de l'assassin de ce côté-là. Il laisse la grenouille ici. Ok. Assez étonnant parce que vu que de toute façon elle pourra pas sauter vu qu'elle est au contact, donc il n'y a pas tant d'intérêt de venir la laisser ici. Et il y a quand même cette idée-là de bah t'as rien à protéger, quoi. Parce qu'en face, il n'y a pas d'attaque, en fait. Donc, perso, j'aurais peut-être amené ma grenouille ici en disant, bah oui, oui, si tu veux, vas-y, rapproche ton geôlier, j'en ai rien à faire. De toute façon, t'es tout seul, frérot. Euh, et donc, il y a un dernier personnage à prendre, parce que, voilà, on a Falo qui a 3 personnages, il faut le 4e et dernier personnage. Et qu'est-ce qu'on veut prendre Connaissant un petit peu la bête et en ayant regardé quelques replays pour me préparer à cette vidéo, j'imagine que il y a un petit vizir qui va sortir des fourneaux, qui pourrait avoir plusieurs intérêts, notamment le fait de pouvoir passer facilement le sniper, donc en disant vraiment, bah, non seulement ton sniper il est passif, mais en plus il me fait plus peur, quoi. Je peux largement traverser. Voilà, ça annule pas le sniper, mais ça le diminue grandement. Donc un vizir pourrait avoir cet intérêt-là. Et puis l'autre intérêt du vizir, c'est bah en fait le vizir il va donner un pouvoir au leader qui va être un pouvoir défensif. Donc en fait ça va pouvoir dire bah je donne ce pouvoir au leader, le leader se défend tout seul parce que de toute façon en face il n'y a pas de grosses attaques et je vais m'en servir pour aller mettre la pression et être mon entre guillemets le 4e attaquant. Donc ça m'étonnerait pas. Après, en effet, on peut continuer à réfléchir avec cette tour de lancement, de se dire bon bah le grappin est toujours là, je vais quand même poster des personnages en dessous. Et en postant un personnage en dessous, une petite manipulatrice, histoire d'être sûr d'avoir toutes les personnes qui manipulent dans ton équipe, ça peut être pas mal. Et puis après l'archer, bon, c'est ma petite favorite. Il le positionne pas là, donc là j'imagine qu'avec cette position, l'idée ça va être de dire bah j'ai l'assassin qui va contourner par là, et donc j'ai mes personnages qui vont venir et qui vont venir te mettre la pression de l'autre côté. Donc ça, j'imagine que c'est pour ça qu'il l'a placé ici, et non pas ici, parce que, bah, évidemment, bah, si on est là, si l'assassin est de ce côté-là, on sait que le roi va pas venir par là, donc il n'y a pas trop d'intérêt de venir amener le vizir par ici. Donc on va continuer comme ça. Sylvain rapproche son sniper, parce que le sniper n'a plus d'intérêt. Donc désormais, le seul intérêt du sniper va être de servir de capturer le leader, donc d'essayer de devenir une pièce à peu près active dans la partie. Le leader recule et le tavernier se met ici. Donc là c'est intéressant parce que le tavernier il devient à la fois en contact avec le leader et à la fois en contact avec le sniper qui va pouvoir bah, du coup se rapprocher beaucoup plus vite du leader adverse et notamment ce qu'il fait c'est qu'il lui interdit tout un tas de cases ici avec son leader. Autour de Sylvain de recruter, donc la dernière chose à recruter, il lui reste le protecteur qui serait absolument passif, le, le, le Nemesis qui n'est même pas une option parce que c'est trop nul. Euh, donc là, 3 choix possibles, l'archère, la manipulatrice et la Wanderer. A priori, il n'a pas de manipulateur.
on dit qu'il faut au moins un manipulateur ou une manipulatrice par équipe. Ça pourrait être la manipulatrice qui arrive, mais c'est vrai que on ne serait pas la plus active. La manipulatrice, c'est surtout un personnage qui va permettre de défendre, qui va permettre de mettre des pressions de loin, mais du moment où tu as des personnages qui peuvent un peu menacer, quoi. Donc, je pencherai peut-être sur la Wanderer, histoire de se ramener et mettre un peu la pression, mais ce sera la manipulatrice. Ok, on va voir quel est le résultat de la partie, mais a priori, je trouve que Sylvain s'en sort moins bien que Fallo. Tout simplement parce qu'il a que des neutres, quoi. Fallo riposte en avançant son assassin. Donc là, deux choix en fait qui s'offrent à lui. Soit parce que là il est menacé évidemment en s'avançant par la manipulatrice. Deux choix s'offrent à lui. Soit il va dire je vais prendre le clos et tirer la manipulatrice vers le bas de manière à pouvoir l'empêcher de juste me faire des allers-retours avec mon assassin. Soit je vais ramener mon clos ici et mon acrobate ici, de manière à pouvoir dire ok, où est-ce que tu l'envoies mon assassin, parce que si c'est pour l'envoyer vers là ou vers là, ça me gêne pas trop. Donc il avance son assassin, hop, et il va faire la deuxième option, c'est-à-dire celle qui consiste à dire ça me fait pas très peur ce que tu fais. Il avance son vizir et il dit à Sylvain, allez, ramène-les tes personnages, moi ça me fait pas peur. Le roi est ici, il a le vizir, il se déplace de 2, toi t'as personne qui peut vraiment aller me chercher, donc je le laisse sur place et je te dis, viens si tu l'oses. Et en effet, Sylvain l'ose et il envoie son geôlier. Et j'imagine qu'il va... Moi ce que je ferai, c'est que je déplacerai mon sniper ici. Pourquoi ne pas utiliser le tavernier directement? Parce que justement, en fait, ce qu'on va pouvoir faire, c'est que en laissant sniper ici, on va pouvoir faire un petit bouclier contre l'avancée de l'assassin. Ok, on imagine que, je sais pas, par exemple, on met le roi par ici. Voilà, on vient en fait empêcher l'assassin d'aller en ligne droite, et surtout on se laisse la possibilité de vraiment jumper quand on le veut par rapport à ça. Donc j'imagine qu'il va amener son assassin ici, et son geôlier il est bien placé, parce qu'en fait déjà il fait un premier contact avec le roi adverse, et en plus il vient continuer d'empêcher la grenouille de sauter un petit peu partout, ce qui est pourtant ce qu'elle adore faire. Donc il avance son assassin, et ok, il utilise le pouvoir du tavernier pour quand même avancer encore plus l'assassin, de manière à mettre une grosse pression. Donc là, l'idée c'est je fonce le plus vite possible, et on va voir un petit peu ce qui se passe. J'imagine qu'il va utiliser la manipulatrice pour ramener l'assassin de son côté, c'est-à-dire essayer de faire en sorte qu'il s'éloigne du roi, et que j'imagine que le roi va se déplacer de l'autre côté. Voilà, il peut se déplacer que devant, parce que le tavernier a déjà utilisé sa compétence, et que de toute façon, on n'a pas forcément envie qu'il aille beaucoup plus se mettre en face du leader adverse et du vizir adverse. C'est donc au tour désormais de Fallo. Que va-t-il faire? Alors, là, ça a l'air... l'équation est assez simple, en fait. C'est-à-dire, avec ses personnages, il va essayer, j'imagine, d'amener l'assassin de ce côté-là, et d'amener ensuite tous ses personnages par ici, de manière à mettre la pression. Du côté de Sylvain, l'enjeu est encore différent, c'est-à-dire c'est de se dire, ok, l'objectif c'est d'amener ces personnages par ici et d'essayer de bloquer le leader adverse et de l'attraper avant qu'il m'attrape. Donc là on est rentré dans la phase de qui c'est qui court le plus vite, et on va pouvoir voir un petit peu comment ça va se dérouler. Donc il avance son vizir, il déplace son leader là-bas, donc là ce qu'il a fait c'est qu'il est venu passer par-dessus l'influence de la manipulatrice potentielle, d'accord? Et il est venu commencer à créer en fait, ici, hop, le mur de l'enfer pour dire, ton seigneur, il va pas passer par là, frérot, crois-moi, en tout cas, s'il essaie de passer, il va être accueilli. De l'autre côté, il avance l'assassin, bon, il le rapproche, il continue en fait d'être une menace, et en plus, ce qu'il fait, c'est qu'il lui dit, là, si tu bouges ton tavernier, ça va être chaud, quoi, donc... je t'immobilise un peu ça, et il ramène ici le clos. Alors pourquoi c'est intéressant de ramener le clos ici? C'est parce qu'en fait, ce qui vient de se créer, en fait un passage gratuit pour son assassin, parce que son clos il va venir boucher il va pouvoir boucher la manipulatrice.
Donc là, on est sur sur la tactique qu'on avait discuté tout à l'heure, c'est-à-dire on va venir essayer de faire comme ça, et le piège va se resserrer petit à petit sur l'équipe beaucoup trop active que j'ai en face de soi. Alors, ce qu'on pourrait imaginer, c'est que Sylvain pourrait dire je vais essayer de remonter les snipers par ici, remonter le geôlier par là, refaire le mur infernal, peut-être faire en sorte que ma manipulatrice elle revienne par là, et on va essayer de faire en sorte de tenir un petit peu ça, quoi. Voyons voir ce qu'il fait pour de vrai ensuite, suite à ça. Et non, il décide d'attaquer comme un foufou. Donc là, l'idée, c'est de se dire le tout pour le tout. Après, il faut dire ils ont 3 minutes, hein, donc on n'a pas le temps de calculer toutes les variantes et tout ce qui peut se passer. Hein. C'est comme un blitz hein, aux échecs. Et il s'arrête comme ça. Ok, donc je suis assez étonné par le non-mouvement de la manipulatrice, qui en fait va être contrable assez facilement. Et deuxième chose qui m'étonne aussi, c'est en effet, en faisant ça, en fait, il libère l'acrobate. Donc là, ça sent vraiment le sapin. On peut imaginer quelque chose comme ça avec l'acrobate, qui déjà peut aller là. Peut-être un vizir ici, peut-être un roi ici, ce qui ferait que les trois seraient intouchables par le leader adverse. On ne serait pas non plus touchable ni par la manipulatrice, ni par les deux qui sont partis en expédition. On a quand même libéré la place pour que l'assassin il puisse monter là et mettre la pression. Ça commence à sentir bon pour la France et moins bon pour le Canada. Donc c'est au tour de Fallot, on va voir ce qu'il va jouer. Évidemment, la grenouille, elle attendait que ça de sauter depuis le début. Donc là, elle sort, elle y va, elle saute, elle fait tout ce qu'elle peut. Le vizir, il avance. Le leader, il se met bien à l'abri. En effet, l'assassin, il avance aussi. Et le grappin vient bloquer la manipulatrice de manière à ce qu'elle ne puisse pas dire à l'assassin « tu ne passes pas ». C'est la fin du tour, c'est à Sylvain de jouer. Et là, je crois que c'est échec et mat. Et en effet, Sylvain a concédé la défaite. Premier bilan de la première partie, hein, on est sur une victoire française. Allez, cocorico, hein, j'ai envie de dire. Victoire française. À quoi ça s'est joué? Pour moi, ça s'est joué à la constitution de l'équipe. Trop passif. Trop passif, je l'ai répété plusieurs fois, donc je ne vais pas revenir là-dessus. Face à Fallot, qui a fait sa partie, qui a fait sa bonne partie. Donc on va avoir 1-0 pour Fallot, et désormais on va avoir la deuxième partie. Si Fallot gagne, c'est la demi-finale. Si jamais c'est Sylvain qui gagne, alors on aura une troisième partie. Et on est parti pour la deuxième partie. Donc comme c'est en 3 manches gagnantes, on alterne qui est le premier joueur et qui est le second joueur. Donc cette fois-ci, c'est Sylvain qui va devoir bannir en premier. Et donc pour choisir quoi bannir, il faut regarder un petit peu ce qu'il y a sous les yeux. On a donc le acrobate, qui a été un peu une des stars de la partie d'avant, et le geôlier, qui a été la star dans l'équipe adverse de la partie d'avant, qui ont été bannis. De l'autre côté, il y a 2 autres joueurs qui sont relativement mineurs, qui ont été bannis également. Ce qu'on peut voir aussi par rapport à la première partie, c'est que les 4 personnages de l'extension sont disponibles. Donc là, on peut s'attendre à une game qui est un petit peu moins ressemblante au game de avant l'extension. Qu'est-ce qu'on banne quand on est comme ça? Donc là, on a... quand on est premier joueur, il va falloir aller ban forcément le cogneur, parce que si jamais on banne autre chose, alors le joueur adverse pourra décider de ban le protecteur et de prendre le cogneur, et dans ce cas-là, on a free cogneur, et c'est quand même pas ouf. Donc j'imagine que là, Sylvain il réfléchit pas, il banne le cogneur, et en effet, c'est ce qu'il va faire. Ok, c'est au tour de Fallot. Qu'est-ce qu'on fait quand on est Fallot et que on est dans cette situation? L'avantage, c'est que le ban automatique qui a eu lieu sur le geôlier, qui a forcé à ban le cogneur, parce que ça nous libère ce qui est considéré comme le meilleur personnage du jeu, en tout cas après extension, qui est l'ours. Donc là, souvent, on pose un petit peu notre cerveau et on joue l'ours. Alors, il a décidé de ban le garde royal, pourquoi pas. Et j'imagine qu'il va s'avancer et qu'il va prendre l'ours, en effet.
Donc l'ours, c'est un personnage qui a deux personnages. Donc c'est en ça où, en fait, comme leader, c'est une guerre positionnelle. Bah, ce personnage est extrêmement fort. Alors la nuance, c'est que en fait, l'ourson n'est pas censé être capable de capturer. Donc c'est un personnage qui est, entre guillemets, purement défensif. Mais en fait, voilà, c'est quand même, bah, t'es plus nombreux. Donc comme il faut gagner une guerre de position, c'est toujours intéressant d'être plus nombreux. L'autre truc, alors j'ai du mal à savoir s'il est meilleur ou moins bien. J'ai l'impression qu'il est un peu moins bien avec l'arrivée de l'extension parce qu'on a des personnages qui permettent de beaucoup plus contourner en fait le mur qu'il peut créer. Et en même temps, bon, l'ourson, il peut être intéressant en fait au lieu d'être un personnage purement défensif, tu peux aussi t'en servir de le balancer pour être au contact du leader adverse. Bon, généralement, j'ai tendance à considérer que pour l'instant, en début de méta, il a l'air d'être quand même plutôt nerfé par l'arrivée des nouveaux personnages. Et c'est pas mal, hein, parce que le ban automatique de l'ourson, c'était un peu relou. Euh, le leader adverse avance, et donc c'est au tour de Sylvain de choisir, et Sylvain va choisir de recruter deux personnages. Dans ce cas-là, il y a l'embarras du choix, il y a plein de personnages différents à prendre et intéressants à prendre, on va voir un petit peu sur quoi il va. Donc là, il prend Shaman, donc le build classique qu'on peut imaginer avec Shaman, c'est de se dire, en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre l'assassin ici, d'accord, parce que Shaman assassin, c'est un des builds qui est vraiment extrêmement fort, et quand ben on va avoir Fallo qui va venir comme ça, donc j'imagine là ou là, et peut-être ici. En fait, ce que je vais faire, c'est que je vais transformer mon assassin en grenouille, l'envoyer ici, et l'intérêt, c'est que maintenant, il sera encore en vue, ce qui fait que je pourrai re-avoir mon assassin en grenouille, et donc repasser par-dessus, en fait, le mur que va venir me créer, en face Fallo. Donc, j'imagine c'est son prochain pic, de venir pick l'assassin. Ok, c'est pas l'assassin. Shaman et Clo, est-ce que c'est cool entre eux? Ça m'étonne. Ok, je suis étonné. J'ai du mal à voir comment ça va synergiser Shaman et Clo ensemble. On va bien voir ce que nous a prévu Sylvain, notre ami canadien. Donc, le leader avance, l'ours et l'ourson avancent, donc là on vient se resserrer comme ça, parce que l'ours et l'ourson, ça va être des personnages qui vont être défensifs, et qui vont venir faire une ligne pour se protéger, et donc on va venir prendre un nouveau personnage, et donc qu'est-ce qui est fort avec l'ours et l'ourson? On a l'illusionniste qui est encore très fort dans ce qui reste. On va avoir le Wisp qui est un très bon personnage défensif. On va pouvoir avoir peut-être l'assassin de manière à empêcher l'adversaire d'avoir l'assassin et nous avoir une tactique de se dire on va se cacher derrière le mur et envoyer l'assassin au contact. Voyons voir ce que décide de faire Fallo. Alors là il décide de faire l'assassin, donc assez logique. Par contre il fait un cadeau. C'est assez étonnant. Alors il a peut-être quelque chose en tête que j'ai pas. Mais alors, mettre l'assassin comme ça en direct, là, tu fais en sorte que le grappin puisse se ramener très vite et venir déjà, au fait, un peu au contact, et déjà t'embêter sur ta progression, quoi. Parce qu'en fait, là, l'assassin, pour qu'il passe, ça veut dire que si tu mets, en plus, si, en faisant ça, le grappin vient ici, qu'il est ici, ça veut dire que tu pourras spawn un personnage par là, et le grappiner à ton tour, et en fait, là, ton assassin, il est presque déjà hors jeu. Donc, grosse erreur de Fallo sur ce coup-là. Je sais pas ce qu'il avait en tête, mais c'est pas bien joué. C'est donc à Sylvain de ban quelqu'un. Donc lui, il se dit, ok, moi je sais ce que ça fait. Tavernier assassin, je ne veux pas vivre ça, donc il ban Tavernier. Et en face de lui, Fallo ban Sniper. Alors, j'imagine que l'idée du ban Sniper, c'est faire en sorte d'éviter en fait que notre défense soit amputée par le fait que on ait le sniper qui vienne réduire la taille de la grille. Donc j'imagine que c'est ça qui s'est dit, mais il laisse quand même pas mal de belles options à Sylvain. C'est peut-être pas ce que j'aurais banni en premier. Donc en effet, Sylvain fait ce qu'on avait imaginé, c'est-à-dire qu'il ramène. Donc là, il y a que des avantages en fait, parce que il n'y a pas de personnage adverse en fait qui va t'empêcher de pouvoir grappiner le prochain personnage. Donc très vite en fait, tu vas être au contact et très vite tu vas venir mettre la pression. Il avance son chaman, il avance son leader et il va recruter. Qu'est-ce qu'il va recruter? Là, on peut voir qu'en fonction de ce qu'il y a, je pense que illusionniste c'est plutôt pas mal. Hein, c'est plutôt pas mal. Et ça va pas manquer, donc comme on avait dit, Sylvain, hein, qui est un très beau joueur, il a vu la géométrie.
Et il a dit, bah écoute, je vais mettre un perso là, et qu'est-ce que tu vas faire, quoi? Qu'est-ce que tu vas faire? Parce que je vais très vite fondre sur toi, donc j'ai assez peur pour la game de Falo. Allez, allez Falo, faut représenter la France là. Il avance son assassin, il recule. Donc pareil, hein, est-ce que c'est la bonne méthode de reculer? Je sais pas, parce que là, va pas falloir subir trop. Ok, ça hésite. On voit qu'il est bien embêté. Il a pas envie de se faire grappiner son leader, donc il a pas envie de partir trop fort avec l'ourson. Mais du coup, il se retrouve avec un ourson qui est voilà, bon, dans un rôle défensif, ce qui est le rôle de l'ourson, mais bon, déjà ça commence pas très très bien. Qu'est-ce qu'il va prendre comme nouveau personnage? Donc là, qu'est-ce qui est fort? C'est bah, assassin et tacticienne, ça va être sympa. Qu'est-ce qui va pour être cool? Wisp, ça peut être sympa pour casser les lignes de vue et justement essayer de casser en fait le fait qu'il y ait des personnages en face qui soient manipulateurs. Mais je crois que vraiment le top tier à aller prendre, c'est le protecteur, quoi. Quitte à avoir en fait le build où tu te dis, bah j'ai mon vieil ours, mon ourson et mon assassin, bon bah prendre protecteur. En plus en face il a deux manipulateurs, donc j'imagine que ça va prendre protecteur. Et ça prend tacticienne. C'est pas absurde, hein, c'est un des choix que j'avais imaginé, notamment bah là, si ça en reste là, en fait, on va pouvoir. Imaginons, ça ne se passera pas comme ça, mais imaginons que Sylvain ne fasse rien, bah, on pourrait très bien mettre l'ours là et avancer de deux l'assassin. Ok. Le souci de la tacticienne dans ce cadre-là, c'est que bah, l'ours c'est lent et on n'a pas trop de personnages qui peuvent aller au contact, quoi. Donc pour activer la tacticienne, ça risque d'être compliqué. On va voir comment ça se passe. Sylvain doit jouer, il avance son chaman qui pour l'instant aura pas servi à grand chose, mais on sait jamais, ça va être le MVP de la partie ensuite. Très facilement il se libère de l'ours et en même temps il recule par rapport à notre assassin. Il va switcher de place avec l'illusionniste, et donc là j'imagine qu'ensuite il va prendre le grappin et grappiner l'illusionniste pour se rapprocher de lui. Exactement. Donc là, il se passe malheureusement pour Falo, il se passe exactement ce qu'on avait prévu, c'est-à-dire que là, il y a le mur de l'Atlantique qui est en train de se mettre en place. Et c'est pas un mur avec des personnages passifs pour le coup, c'est un mur avec des personnages qui sont proactifs. Donc là, ça va être compliqué quoi. Donc on a un build qui est basé sur l'assassin, on a des personnages qui vont essayer de faire briller l'assassin, et l'assassin, il va mettre 10 ans à venir, quoi. Donc, à la fois, les personnages adverses sont très proches de nous, et à la fois, notre assassin est très loin de l'adversaire. Donc là, c'est compliqué. Qu'est-ce que tu prends dans ce cas-là? Par pitié, prends le protecteur, essaie de faire le mur inverse. Ah oui, pardon, c'était à Sylvain de prendre, et c'est Sylvain qui va prendre la Wisp. Donc la Wisp, c'est pertinent. Pourquoi c'est pertinent? Parce que en face, enfin parce que ça synergise extrêmement bien avec Illusionniste, extrêmement bien avec le grappin. Donc ça va être chouette. Donc le joueur français qui va faire avancer l'assassin. Ok, bon, de toute façon il est face à un mur, donc il va falloir se débrouiller. Ça hésite toujours autant par rapport à son ours. Finalement, la tacticienne avance et il reste comme ça. Ok. Danger, danger, parce que là, avec la Wisp, on va pouvoir faire venir des gens. On va pouvoir rentrer très fort. Et il positionne le vizir ici. Donc là, le vizir, on a compris, c'est le personnage signature de Falo. Là, le souci, c'est qu'en fait, quand t'as la Wisp en face de toi et le grappin en face de toi, en fait, là, tu peux donner l'impression que bah, le grappin, il sert à rien, parce qu'en fait, il pointe sur du rien. Mais en fait, le grappin, potentiellement, il pointe sur la Wisp, et puis il se ramène là, et puis très vite, il y a du monde, quoi. Il y a du monde en face de toi. Donc on va voir ce que va jouer Sylvain, mais ça a l'air de prendre l'eau de tous les côtés, et en effet, c'est la Wisp qui est jouée. Et le grappin qui va être activé. Aïe, 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 aïe. Donc là, c'est compliqué. Enfin, c'est déjà. Je dis pas que c'est perdu, mais c'est déjà très compliqué parce qu'en fait, ces deux personnages-là, non seulement ils mettent la pression parce qu'en fait, à tout moment, en fait, on va pouvoir ramener quelqu'un d'autre, et en même temps, bah là, ta technicienne et ton vizir, ils sont complètement KO. Donc là, c'est un outplay total de la part de Sylvain qui gère la partie comme un roi. Qu'est-ce qui va se passer ensuite? Ah, il fait ça. Alors,
Là, il y avait un super truc à faire. C'est justement de laisser son chaman en défense et de pouvoir peut-être transformer son illusionniste en grenouille et ramener l'illusionniste soit ici, sous forme de grenouille. Et là, c'était un peu chèque et matin. Je pense que si jamais, à ce tour-ci, on avait le chaman qui était ici et l'illusionniste sous forme de grenouille qui est là, c'est-à-dire que tu coupes totalement, en gros, tu coupes totalement le personnage adverse, le leader adverse de toute forme de défense, et en plus, tu as un, deux, trois personnages au contact. Là, je pense que c'était game over direct. Ok, petite occasion manquée de la part de Sylvain. Par contre, le roi, on le met à l'abri. Et il bouge pas la... Il bouge pas le... Il bouge pas l'illusionniste. Ok. J'imagine que l'idée, c'est de se dire, si jamais on a l'assassin qui vient se mettre ici, je switcherai avec, et je serai relativement tranquille de mon côté. Ok, autour de Falo, donc là, va falloir écoper, là. La maison est en feu. La maison est au feu, Falo. Ok, on vient fermer l'accès et on vient remonter tous les persos. On avance l'assassin et on laisse le roi ici. Donc là, même pattern que le tour d'avant. On a le chaman qui est ici. On a la liaison avec l'illusionniste qui n'est pas du tout, arrêté par quoi que ce soit. Donc là, si l'illusionniste est transformé ici en grenouille, ça peut être la fin du monde. Ça peut être la fin du monde, quelque chose comme ça. Surtout si on vient bouger les trous avec la Wisp. J'ai l'impression que ça sent très mauvais pour notre joueur français. On avance encore. Ok, il a décidé de pas utiliser le chaman. J'imagine que ce qu'il se dit, c'est qu'il veut pas prendre de risques. Il met un perso ici, un perso ici, un perso ici, le trident des enfers. C'est-à-dire qu'en fait, là, le leader adverse, il peut à peu près pas s'en sortir avec son vizir. Alors il pourrait essayer une percée comme ça, essayer de se dépatouiller pour se ramener là-bas. Peut-être le move de la dernière chance pour Falo. Oula, d'autant plus si le... Ah ok, il a juste switché. Parce que j'allais dire là, il ouvre l'autoroute s'il fait ça. Que va faire Falo dans cette situation? Ok, il tente la percée. Il sent que là, ça sent le cochon. Il vient se mettre ici, il vient essayer de combler. Il lui dit, bah là, ce que je fais, c'est que je crée un mur. Tu ne peux pas m'avoir, mais j'ai bien peur qu'il ait oublié quelque chose, parce que si jamais Sylvain s'est mis dans ce coin-là, c'est justement pour se libérer le passage par ici, pour pouvoir grappiner, j'ai l'impression. On va voir, mais j'ai pas l'impression que ça marche son truc. Que fait Sylvain? Que fait Sylvain face à ça? Aïe, 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 c'est ce que j'avais imaginé. C'est grappiné, et maintenant c'est échangé, et c'est la fin de la partie. Et bien parti, et c'est parti, et il y a une égalisation de la part de Sylvain. Canada 1, France 1, et on va avoir droit à un match 3. Et on se retrouve pour le match décisif, donc désormais la personne qui va gagner ce match sera la personne qui va gagner la partie et partir en demi-finale. Donc on rappelle, il y a un partout entre Falo, le joueur français, et Sylvain, le joueur canadien. Et on commence par Falo qui banne le vieil ours. Ok. Pourquoi? Bah parce que voilà, on est sur cette fameuse méta où les deux contres au cogneur sont présents. Donc la première personne qu'on banne, c'est l'ours. En face de ça, il y a qui, malheureusement, Falo va pas pouvoir utiliser son vizir. Le tavernier, qui est un super support, qui marche tout le temps, qui est débanni. Le garde royal, qui décidément ne sera pas du tout vu pendant cet affrontement. Excusez-moi, troisième partie, je suis un peu fatigué. Et le MVP de la partie précédente, le magnifique Claude, qui ne sera pas présent dans celle-là. Super. Donc là, c'est assez logique. Falo banne le vieil ours. Et donc c'est à Sylvain de choisir de bannir quelqu'un, puis de jouer. Iban Shaman, il s'est dit, à la partie d'avant, je l'ai pas du tout utilisé, ça veut dire qu'il est beaucoup trop fort. C'est One Punch Man, quoi. J'avais le One Punch Man, j'aurais pu le tuer à un coup, et j'ai décidé de ne pas le faire, mais je sais que ça permet de tuer à un coup. Donc je vais le bannir. Il banne Shaman, il avance, et il prend le geôlier.
on connaît ça. On connaît ça. C'est... en vrai, c'est pas... Je rigole un petit peu, mais Shaman sur une partie en 3 minutes, ça fait peur. Ça fait super peur. On n'a vraiment pas envie de se retrouver face à un chaman assassin sur des trucs où en fait on aurait besoin de calculer pour faire en sorte que ça marche, quoi. Allez, Fallo, fais-nous une belle sélection comme à la première partie. Ok, donc là il a retenu les leçons de ses erreurs. Il a dit je prends le cogneur et je banne le protecteur au prochain coup. Et non, parce que c'est pas la phase de ban. Il aurait pu prendre cogneur protecteur, hein. Mais là du coup il se retrouve avec un cogneur contre un geôlier. Bon, c'est pas... le perso est bien amoindri, mais c'est pas l'horreur. Et légioniste. Bon, c'est deux persos très forts, hein. Deux persos très forts. Sylvain en face qui amène son geôlier, qui avance son leader, et qu'est-ce qu'il va prendre? Acrobate. Ok. Il a retenu la leçon, il est dans une géométrie qui est plutôt sympa en fait. Pourquoi est-ce qu'il le positionne là? C'est parce qu'en fait, il lui suffira de mettre son leader ici et de mettre son geôlier ici pour que son acrobate se retrouve comme ça au milieu du plateau à son prochain tour de jeu. Mais avant ça, il s'agit de la deuxième phase de ban. Donc c'est à Fallo de ban un personnage. Et donc là, qu'est-ce qu'on banne quand on est Fallo et qu'on se retrouve face à acrobate et geôlier? Et qu'on a cogneur et illusionniste. J'imagine que moi je banne Wisp, parce que Wisp plus acrobate, ça fait peur. Mais il banne l'assassin. Alors pourquoi est-ce qu'il banne l'assassin alors qu'en face, c'est pas particulièrement des games à assassin, des builds à assassin. Peut-être qu'il est aussi fatigué que moi, ou peut-être que moi je suis trop fatigué pour pas comprendre pourquoi il a banni assassin. Bon, après c'est jamais un ban détestable. Par contre en face ça ban Wisp parce que Sylvain dit c'est trop fort les personnages de l'extension, je joue pas avec ces personnages là. Ça dégage. Alors le leader est avancé, l'illusionniste est avancé et on est dans la fameuse position du triangle des débuts de partie. Bon, il prend un peu des risques, hein, parce que l'acrobate risque d'arriver très vite. Qu'est-ce qu'il va prendre comme personnage? Il prend le sniper. Alors, intéressant la position du sniper, parce qu'en fait, il donne un choix. Il dit au joueur adverse, soit tu bouges ton leader par la gauche, soit tu bouges ton leader par la droite, mais dans tous les cas, je t'aurais divisé le plateau en deux. Donc, quand le leader adverse est sur la partie centrale, c'est jamais trop un mauvais choix de faire en sorte de mettre un assassin. En plus, il y a deux personnages qui sont à peu près proactifs. Bon, c'est pas déconnant comme choix, je trouve, d'avoir l'assassin face à soi. Donc il décide de partir à l'opposé de son geôlier, sûrement pour permettre à son acrobate de sauter, et de ramener son geôlier vers le centre du plateau. Nouveau personnage à recruter. Alors, si vous êtes Sylvain, qui est-ce que vous prenez? J'ai envie de dire, là, la tacticienne, ça fait longtemps qu'elle n'a pas été prise, hein. Et tacticienne et acrobate, ça fait peur. Surtout quand t'as pas le geôlier en face qui vient t'annuler ton acrobate. Parce que l'acrobate, il trouvera toujours un moyen de se retrouver face à ton personnage. Et si t'as la tacticienne, bon bah... t'auras moyen d'activer quelqu'un. Ça te trompe pas, c'est la tacticienne qui est prise. Écoutez, Sylvain qui est énervé d'avoir perdu cette première partie et qui fait les bons choix. Le cogneur qui s'avance, le leader qui se cache de manière à empêcher l'acrobate de sauter par-dessus, et l'illusionniste qui se met dans une position de manière à dire bah va falloir que tu déportes ton geôlier de manière à me bloquer, sinon je vais pouvoir téléporter tes personnages. Que fait l'assassin? L'assassin il s'avance de manière à avoir un petit peu plus d'utilité, mais il reste sur la partie centrale de manière à bloquer le personnage sur la droite. Le pari que fait Fallo, c'est que là il dit bah je décale mon illusionniste, mais je l'enlève de la moitié du tableau qui est délimité par l'assassin, le sniper que je viens de mettre. Donc il fait le pari qu'il va arriver à se téléporter à la place d'un personnage et se retrouver en surnombre sur cette partie du tableau. On va voir si ça va être payant par la suite. Et donc, dernier pic, il nous habitue à faire un dernier pic vizir, mais il n'y a plus de vizir. Alors qu'est-ce qu'on fait quand il n'y a plus de vizir? Une manipulatrice. Donc là,
il dit à Sylvain, par pitié, prends le protecteur. Je n'ai que des manipulateurs. Donc par pitié, prends le protecteur et annule tous mes personnages. On va voir ce que fait Sylvain. Si ça avance comme ça en restant dans la ligne de la manipulatrice, j'imagine que c'est bien le protecteur qui va être dégainé. Et en effet, c'est le protecteur qui va être dégainé. Donc là, on fait un petit point à mi-parcours. Qui est-ce qu'on a? On a d'un côté illusionniste, sniper, cogneur, manipulatrice. Et de l'autre, on a geôlier, acrobate, tacticienne et protecteur. Ça va être long. Ça va être long. Pourquoi? Parce que quand tu affrontes un joueur qui a geôlier et protecteur, plus tacticienne qui est pas un personnage qui est très offensif, mais qui par contre peut faire jouer les autres, ça peut être long. Parce que, encore une fois, Sylvain n'a pas énormément de personnages très protagonistes. Mais en face, avec le protecteur, c'est une catastrophe, quoi. C'est-à-dire qu'il suffit que le protecteur soit en contact avec ton corps d'armée et tu peux plus rien faire. Tu peux pas utiliser le cogneur, tu peux pas utiliser ta manipulatrice, tu peux pas utiliser l'illusionniste. Ça risque d'être très compliqué pour la France. Je suis un peu inquiet, j'avoue. Le leader qui recule, le cogneur qui avance, la manipulatrice qui a décidé de manipuler, ce qui est plutôt cool, hein. Et du coup, ok, là c'est assez étonnant parce que si tu fais en sorte si ton objectif c'est de faire en sorte de venir switcher avec ton illusionniste, bon, switch quoi. Mais là, il a décalé le geôlier, puis il a avancé son illusionniste, et là, on a envie de dire que le geôlier, il a la case rêvée où il va pouvoir annuler tout le monde, et en même temps avancer un petit peu. Bon, c'est pas une gaffe non plus, mais ça se passe pas bien parce que du coup, c'est un peu un coup dans l'eau, quoi. C'est-à-dire que tu as utilisé ta manipulatrice. Ok. Donc là, il décide d'avancer sniper, ce qui fait qu'il ouvre en fait un emplacement au leader adverse pour traverser. Alors, il est pas non plus ouvert parce que il y a les personnages qui menacent, mais par contre, il rapproche son sniper en disant bon il va y avoir une ligne qui va se former et il va falloir que le sniper il soit au corps à corps à ce moment-là. Sylvain en échange avance la grenouille. Ça va peut-être pas être si interminable que ça, hein, si tout le monde décide d'attaquer comme des foufous. Il avance et il laisse son leader ici en disant alors, tu vas faire quoi? L'illusionniste avance, le sniper avance, la manipulatrice aussi, j'imagine qu'il va déplacer son leader pour empêcher la grenouille de passer par-dessus. Et il laisse son cogneur ici. J'ai du mal à comprendre pourquoi il l'a laissé ici. J'imagine qu'il le laisse ici de manière à empêcher le protecteur de prendre sa place. J'imagine que c'est pour empêcher le protecteur de venir prendre sa place. Dans un cas, par exemple, où on aurait le cogneur qui serait allé ici. Mais en même temps, ça aurait été intéressant, parce que le cogneur qui est ici, ça veut dire que on a un peu séparé le geôlier du reste de son armée. On a... malgré tout, si le protecteur prend sa place, on va pouvoir venir essayer de contourner avec nos personnages et faire marcher sur nombre. Ok. Voyons voir ce qui se passe par la suite. Aïe aïe aïe. La reconstitution de la ligne. J'ai bien peur que je vais enchaîner un petit peu les coups, mais qu'on va se retrouver dans une position figée au final. Les coups s'enchaînent, la ligne est constituée. Donc là, tout l'enjeu, en fait, ça va être Sylvain qui va essayer d'apporter son acrobate au contact de manière à pouvoir faire 2 pas avec son autre personnage pour venir au contact du leader. Et Fallo qui va devoir essayer de faire en sorte que l'acrobate ne soit jamais au contact et de venir, lui, en fait, faire un surnombre. C'est compliqué en devant se protéger contre l'acrobate. Donc là, hop, le sniper qui dit au personnage ennemi attention, il faut que tu bouges. L'acrobate qui hésite. Qui finalement reste à sa place. Donc là, l'enjeu, c'était de dire, ouais, mais en fait, dès que tu bouges, je vais pouvoir sauter. Et si tu bouges pas, j'ai mes troupes qui arrivent.
Hop, on reconstruit le mur. Là, j'avoue qu'on est en train de passer grave en défense. C'est pas bon signe. Et il reste sur place. Ok, c'est à Sylvain de faire bouger son acrobate. Il remonte son acrobate. Il a fait juste ça comme mouvement. Ok, c'est garde de position. Là, c'est le premier qui craque. Ça se tourne autour. Est-ce que tu vas réussir à me toucher ou pas? On voit que là, on est dans une position qui est assez inextricable. Inextricable. Il laisse son acrobate ici. Mais voilà, ça va se tourner autour. Ah, et Sylvain qui a décidé de changer de stratégie et de se dire peut-être que la stratégie en fait c'est de me servir de la grenouille comme mur et d'envoyer ma tacticienne. Et en fait, si elle se retrouve au contact, alors je pourrais envoyer la grenouille aussi. Et on vient reconstituer le mur. Ah là là, je passe un peu vite parce que là on risque d'être sur des situations où ça va durer des plombes. Ça échange un petit peu histoire d'échanger. C'est la guerre du temps. Le premier qui n'a plus de temps. La grenouille qui essaie des trucs. On fait bouger. Ok, donc là, il y a une opportunité qui s'est créée, c'est-à-dire que de par les mouvements qui se font, on voit que le cogneur n'est pas en contact avec le geôlier et n'est pas en contact avec le protecteur. Donc il y a l'opportunité de décider de casser la ligne à un endroit. Alors dans les faits, où est-ce qu'on va pouvoir casser la ligne? Bah, faut pas qu'on laisse la grenouille venir à notre contact. Donc, allez, il décide de pousser la grenouille. C'est compliqué parce que la grenouille, elle est jamais indéfiniment poussée. Parce qu'en fait, il suffit de pas grand chose pour qu'elle revienne. Ok, elle décide. Il hésite un petit peu. Non, finalement, il va le faire revenir la grenouille. Tac, directement de l'autre côté. Elle avait des fourmis dans les jambes. Il fallait qu'elle saute. Oh là là, c'est infini. Les builds sont faits d'une telle façon que le build de Sylvain annule totalement celui de Fallow, donc il va falloir un miracle. Il va falloir un miracle pour le joueur français. Qu'est-ce qu'il fait? Ok. Donc là, le mur est un petit peu brisé. On a la grenouille qui a essayé de faire le tour. Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer? Ok, on est de retour dans la position de base. Ok, Sylvain qui décide de casser son mur parce qu'il a senti que c'était le bon moment pour attaquer. Alors, quelles sont les possibilités pour Fallow à ce moment-là? Il va falloir que il empêche le saut de la grenouille, donc j'imagine que ce qu'il va faire, c'est ramener son leader par là, empêcher le saut par ici. Euh, on pourrait imaginer de profiter pour envoyer ça ici, et puis ramener les troupes de ce côté-là, pour essayer d'avoir au moins un personnage au contact du leader adverse. On va voir ce qu'il en est. Et non, il décide d'y aller. Ça y est, les deux joueurs en ont marre. Peut-être qu'il y a le temps qui manque. Peut-être que là, on commence à avoir la pendule qui dit les gars, va falloir un gagnant, parce que sinon, c'est celui qui a le moins de temps qui va perdre. Donc ça avance. Non, finalement, il a calculé. Il s'est dit que s'il avançait comme ça, il allait peut-être perdre. Alors, le cogneur tout seul là-bas, ça suffit. J'ai peur que ce soit pas le bon tempo, parce qu'en fait, le cogneur, c'est celui qui a le plus de distance à parcourir. On va voir ce que fait Sylvain. Sylvain, il a pas peur, il continue d'attaquer. Et il bouge pas, et juste il avance petit à petit. Alors c'est étonnant qu'il l'ait mis là et qu'il l'ait pas mis à la place du cogneur, parce que quitte à avancer, en fait, si en plus tu mets ton jeu ici, tu casses la ligne, tu sépares le cogneur du reste de l'équipe. Ça avait l'air comme ça, mais peut-être qu'il restait plus beaucoup de temps aux deux joueurs. Donc là c'est l'accélération finale. Ah là là, il envoie, ça y est, on n'a peur de rien, les deux sont envoyés, ça va être la course à celui qui gagne en premier. Lui, il part ici, par contre, attention. Si on est ici, on est maintenant sous le joug possible de la tacticienne. C'est-à-dire que autour de Sylvain, il va pouvoir ramener sa grenouille. Et s'il ramène sa grenouille, ça veut dire que le geôlier pourra faire 2 déplacements. Donc là, on va essayer de voir un petit peu qui va réussir à finir en premier. Le geôlier qui avance. Le roi qui dit j'en ai rien à faire de ton cogneur, de toute façon j'ai mon protecteur qui va venir le protéger, je peux pas utiliser la geôlière parce que sinon je ne peux plus protéger mon leader, donc je vais devoir me servir de la geôlière comme protection. Mais ça y est, la grenouille est au contact, et quand la grenouille est au contact, ça va être compliqué de l'enlever. Parce que la grenouille, ça saute un petit peu partout. Donc là, Fallow décide de déplacer son leader, déplacer
faire une manœuvre qui est à la fois défensive, à la fois offensive, c'est-à-dire qu'il va décider de prendre le sniper et de dire au roi, maintenant il faut que tu te casses. Mais malheureusement, il n'y a pas trop d'enjeu, parce que, bah oui, il se casse, mais il y a le cogneur qui est contre là, et c'est tout. Il n'y a pas grand monde pour l'attaquer non plus. Cela dit, la manipulatrice fait le tour. Waouh, il est en train d'ouvrir une autoroute. Une autoroute face à lui. Qu'est-ce qui empêche Sylvain de dire je mets mon leader là? Ah oui, le sniper déjà. Qu'est-ce qui empêche Sylvain de dire je mets mon leader là, j'avance la taticienne là, et j'avance le protecteur ici? Et là, ça ressemble à un échec et mat de faire ça. Aïe 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 aïe, ça ressemble à un échec et mat de faire ça. Qu'est-ce qui va se passer? La taticienne est avancée, le leader est bougé, le protecteur est en place et aïe 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 aïe, le geôlier se rapproche. Là, on est sur une cage qui se referme, ça va être compliqué de continuer à défendre, surtout avec une taticienne en face de soi. Et le crapaud qui part là-bas, il lui dit tu vas pas te débarrasser de moi comme ça, je serai tout le temps là. Finalement, j'hésite et finalement, je reste là. Ok, quelles sont les possibilités pour Fallo? Qu'est-ce qu'il peut faire s'il ne veut pas mourir? Eh bien, il va falloir créer un mur. Il va falloir créer un mur. Il va falloir lui dire tu ne passes pas. Tu ne rentres pas dans mon royaume, s'il te plaît. J'aimerais bien, si tu voulais bien, être sympa et ne pas rentrer. Et non, il veut pas. Aïe aïe aïe, je pense que là il restait plus beaucoup de temps parce que l'ordre des coups il est pas bon. L'ordre des coups il est pas bon parce qu'en fait ça laisse un trou entre les deux. Et le cogneur qui essaie de se rendre compliqué, mais là, ça va être dur de s'en échapper. Qu'est-ce qu'il va pouvoir faire Fallo? Comment est-ce qu'il va pouvoir échapper à ça? Il va pas réussir, j'ai l'impression. Il va pas réussir et c'est le GG. C'est le GG qui est envoyé dans le chat. Aïe aïe aïe. C'est la fin. Et c'est la victoire de Sylvain, une victoire méritée, 2-1, c'était globalement maîtrisé. Je pense que sur les 3 matchs, c'est plutôt légitime. Et donc c'est donc Sylvain, le Canadien, qui va partir en demi-finale de ce tournoi. Félicitations à lui. Et on a hâte de suivre l'évolution de ce joueur qui est hyper sympathique, super sympa à affronter toujours. On a hâte de suivre son évolution et de voir ce qui se passe dans la suite du tournoi. Et sinon, Buffalo, bien joué. T'as défendu brillamment les couleurs de la France. Et on espère te revoir dans un autre tournoi une autre fois. Merci à tous. Merci. J'espère que ce format en 3 affrontements vous a plu. C'est un peu plus long, c'est un peu plus fatigant. Moi, je suis rincé. Ça fait 3 heures que j'y suis. J'espère que ça vous a plu. Moi, je trouve ça très sympa. J'aime beaucoup. C'est l'élimination directe. Il y a des enjeux. Il y a les souris qui tremblent. C'est très cool comme ça. Et je vous souhaite rendez-vous pour le deuxième quart de finale.